Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au thème stratégie de développement commercial et les secrets pour stimuler les ventes. Alors, avant de démarrer le webinaire, je m'en vais directement introduire le Dr Mamadou Senghor, qui est le DGA de Montpellier Business School Dakar, qui va faire le mot de bienvenue et une petite présentation de MBS avant de démarrer. Docteur, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci déjà d'être là à ce premier webinaire, donc, qui est la première session d'une longue série de webinaires que nous allons organiser dans les prochaines semaines. Alors, je suis Dr Mamadou Senghor, donc DGA de Montpellier Business School Dakar et manager de la filiale. Alors, Montpellier Business School Dakar, très rapidement, c'est la filiale du groupe MBS, donc l'une des top 10 grandes écoles en France et top 50 mondial, installée au Sénégal depuis 2014 avec un bureau de représentation et de liaison qui s'occupait du recrutement sur l'Afrique, mais également de la formation des cadres, donc des grandes entreprises. Donc, de 2014 à 2020, l'école a formé plus de 5000 cadres africains, pas seulement sénégalais. L'école également a participé dans le cadre de sa politique sociale à accorder des bourses à plus de 50 étudiants, ce qui représente plus de 1,5 milliard de bourses offertes à des jeunes dans le cadre de la politique d'égalité des chances. Et depuis 2020, l'école a ouvert ses programmes avec le bachelor en administration des affaires, le master en communication transformation digitale, le master en finance avec l'option crypto-monnaie et le master en marketing et business development. Donc, dans le cadre de notre relation avec les entreprises que nous voulons d'une très grande proximité, nous organisons beaucoup de formations et de webinaires pour renforcer les capacités des acteurs. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, avec des invités de renom. Je commencerai par les dames, l'honneur aux dames. Maguette Dia, voilà, très jeune, mais avec une carrière vraiment très inspirante. Je la connais, je la suis depuis un moment, vraiment d'un dynamisme, d'un caractère, je dirais, disruptif partout où elle est. Elle est tout le temps dans l'innovation, dans la création de valeur. Aussi, avec nous, nous avons Abdoulaye Batia, ancien cadre de Philip Morris, donc, qui a eu à faire ses preuves dans le volet commercial un peu partout en Afrique. Et le non moins connu et non moins éminent Seydina Sorna, qui est une référence, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique, dans la communication, dans le marketing. Donc voilà les invités que nous avons. Je ne vais pas en dire plus, je laisse Mamadou donc vous les introduire. D'accord, merci. Bon séminaire. Merci, docteur. Donc, j'en vais directement vous présenter Abdoulaye Batia, qui est docteur en management, coach leader, donc qui a plus de 15 années d'expérience en tant que responsable de marché à Philip Morris International et a eu à gérer plus de 10 marchés africains. Abdoulaye a capitalisé une expérience de plus de 6 ans en tant que consultant en management commercial au Togo et en Côte d'Ivoire, mais également il est certifié coach John Maxwell, donc coach en leadership. Maguette, donc pour résumer son parcours, je vais dire c'est une marketeuse créative qui est toujours à la recherche d'innovation dans ce qu'elle fait et actuellement brand manager à Kiren. Donc pour finir, Monsieur Seydina Omar Sorna, qui capitalise aujourd'hui plus de 20 années d'expérience et aujourd'hui, comme vous le voyez, son parcours académique, titulaire
d'un DSS en marketing communication avec plusieurs certifications en marketing bancaire, partenariat public-privé, PPP, design thinking et growth hacking. En tant que professionnel, aujourd'hui, il est le directeur général de B-Smart Factory, qui évolue dans le digital, dans la transformation digitale. Donc, dans les expériences précédentes, directeur général, agence d'accord, directeur général, agence AG Partner Group, directeur général adjoint, agence Caractère, directeur marketing et communication du groupe Sédiment, responsable marketing et développement de nouveaux produits du groupe CBAO Attijari Wafa Bank, Media Group Manager de Macan, donc journaliste reporter au journal de l'économie, consultant, formateur en marketing communication. Donc sans plus tarder, je m'en vais directement donner la parole à M. Batia qui va aborder le thème sous un angle aujourd'hui, comment booster ses ventes. Donc comment aujourd'hui développer ses ventes. Abdoulaye, tu es là? Merci, oui, je suis là, Mamadou. Ok, d'accord. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, donc, comme on m'a déjà présenté, je m'en vais directement. Je pense que Mamadou a bien planté le décor. Ma nouvelle casquette m'amène d'avoir un regard coach sur maintenant le business d'une manière générale. Et donc, je vais laisser la partie académique à ceux qui sont mieux appropriés pour moi, comme Mamadou Gueye, qui s'y connaît très bien. Effectivement, je sais comment présenter. Mais je parlerai, quand on dit le regard d'un coach, c'est que c'est souvent centré sur la personne et ses qualités. Donc, avant tout, c'est la personne qui est l'architecte, qui est le concepteur, qui est la personne qui veut initier une activité commerciale. Donc, c'est pour nous, en tant que coach, c'est la personne d'abord qui doit regarder quels sont ses atouts. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il soit plus grand que le problème qu'il va résoudre pour pouvoir avoir une bonne stratégie commerciale. Donc, le premier secret pour nous que je vais dévoiler ici, et puis au fil du temps, je vais en dévoiler d'autres, c'est que la personne doit être lui-même à la hauteur de ce qu'il veut résoudre. Et si elle est à la hauteur, ça veut dire qu'il va se former, qu'il va avoir des mentors, qu'il va avoir des fréquentations, un environnement favorable qui lui permet lui-même de se développer et de croître. Et c'est en fonction de ça qu'il pourra être le leader de son business. Donc, c'est du point de vue d'abord personnel. Ça veut dire quoi? Vous devez vous découvrir votre propre atout. C'est le premier secret et c'est la première stratégie. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, quel est le problème que vous voulez résoudre, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie, qu'est-ce que vous voulez représenter, ce que vous représentez vous-même. Clair que vous devez avoir basé sur vos valeurs, parce que c'est le socle de la réussite et de la crédibilité de ce que vous voulez faire. Et après de ça, vous devez avoir des objectifs clairement définis sur un plan. Et ce sont ces deux objectifs, dans l'exécution ou en essayant d'atteindre ces objectifs, qu'on décline une stratégie. Et cette stratégie peut s'appeler une stratégie commerciale pour atteindre des indicateurs de performance qu'on s'est fixés eux-mêmes. Mais le plus important, c'est que si vous n'êtes pas bien équipé, je pense qu'il y a un bruit sonore quelque part. Ouais. OK, c'est bon. Voilà. Donc, si la première stratégie pour nous en tant que coach, c'est que le leader, le promoteur du business doit bien s'équiper, doit bien s'entourer aussi de personnes capables de lui apporter des réponses à la question. Et l'autre secret que je dis, c'est que pour réussir dans la vie, il faut penser à résoudre un problème. L'objectif premier, c'est de dire qu'est-ce que moi, quel problème je veux résoudre, quelle solution je peux apporter aux gens. Et c'est en fonction de ça, le retour de ça, qui va faire que vous aurez une réussite commerciale. Donc, c'est une activité complètement tournée vers la solution des problèmes humains. Pas exactement comme on le pense souvent, une activité qui va vous permettre d'avoir plus de possession. Donc, vous devez penser aux gens et c'est le retour de ce penser qui est la récompense financière. Donc, je ne vais pas, comme je l'ai promis, oui. Voilà, comme je l'ai promis, je pense que je vais laisser aussi les autres introduire et au fil du temps, je vais beaucoup plus m'appesantir à vous donner encore beaucoup d'autres secrets comme ma contribution à ce webinaire.
Je vous redonne la parole, Mamadou Gueye. Très bien. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette introduction. Donc, on comprend déjà les socles de la vente, qu'il faut partir de l'humain, il faut partir de l'individu, il faut partir de la connaissance de soi, basée sur des valeurs, des objectifs clairement définis et découvrir carrément ses atouts pour pouvoir avancer. Alors, je vais introduire Maguette. Donc, Maguette Dia. Maguette? Bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Gueye. Bonjour. Je commencerai peut-être par vous remercier de m'avoir invité à ce webinaire qui est très intéressant. C'est une thématique aujourd'hui évidente. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont sur cette place sont là pour faire du profit, pour faire des ventes. Et il faut bien entendu une stratégie claire et pertinente et rentable pour y arriver. Donc, j'ai toujours fait du marketing produit. Je viens de Samsung Electronics, entreprise dans laquelle j'ai été coordinatrice marketing pendant 4 ans. Et je suis maintenant brand manager, donc responsable de marque au groupe Kiren pour toute la catégorie jus. Aujourd'hui, dans mon day-to-day job, je suis en étroite collaboration avec vraiment tous les acteurs de la chaîne, tout le département commercial plus particulièrement, ainsi que tout le département qualité, l'usine, etc. Aujourd'hui, j'estime que le marketing et la communication sont des fonctions support essentielles pour toute entreprise commerciale qui souhaite vendre. Un produit qui se met sur le marché, qui doit se comporter naturellement, se vendra peut-être à 1/5 des objectifs, on va l'appeler comme ça. Avec de la visibilité, avec de la communication, on suscite l'intérêt des consommateurs sur le marché, on est présent dans leur esprit, on suscite l'essai parce que le marketing produit, c'est une chose super importante. Il faut mettre le consommateur en contact physique avec un produit, qu'il le teste, qu'il le goûte, qu'il en parle autour de lui. Donc aujourd'hui, pour arriver à booster les ventes, il faut mettre en place, selon les cibles, selon les segments de personnes, différents types d'approches. Aujourd'hui, pour un produit premium, par exemple, on irait sur une approche très digitalisée, très personnalisée, parce qu'aujourd'hui, les gens sont très sensibles à la personnalisation dans les emailing nominatifs, aller trouver les gens là où ils sont, en fonction des catégories socio-professionnelles. Pour une approche de masse, on irait directement auprès des consommateurs les voir, on ferait des caravanes, on ferait de l'animation sonore, on ferait des ventes promotionnelles. Très important également dans le marketing produit, pour booster les ventes, c'est le gain instantané, c'est la gratification. Aujourd'hui, les consommateurs sont également très sensibles à recevoir un cadeau à l'achat. Ça permet de les fidéliser également. Et ça permet à la marque quand même de rester visible car elle est portée à travers un t-shirt, à travers une casquette. Et ça fait de la visibilité, de la notoriété en plus. Donc, ce sont tant de stratégies qui peuvent être développées en fonction des types de personnes, en fonction du produit, en fonction du message que l'on veut véhiculer. Et voilà. Pour l'instant, en attendant qu'on avance dans le sujet, voici ma modeste contribution. Très bien, Maguette. Merci pour cette introduction que je juge vraiment excellente, parce que vous avez mis l'emphase sur le marketing produit avec la personnalisation et le marketing de masse aussi. Donc, et tout ça pour accroître la notoriété et rester visible. Donc, je m'avais directement donné la parole à M. Seydina Oumar Sokhna pour sa présentation. Merci beaucoup, Mamadou. Merci, Madame Dia. Merci, Monsieur Bacha. Je pense que vous avez vraiment campé le décor et vous avez été assez explicite. Moi, je vais plus ou moins faire une synthèse de ce que vous avez eu à dire, parce qu'en réalité, tout repose sur 3 éléments essentiels, que sont les éléments, il faut se baser sur les éléments factuels, prendre en compte la dimension humaine et faire appel à l'innovation et à la créativité pour plus ou moins booster les ventes. Ce qui va se traduire comment? On aura 3 niveaux, le niveau technique et outils,
le niveau état d'esprit qu'il faut hacker dans le cadre de nous, notre métier du for hacking, et ce qu'on appelle l'innovation, c'est plus ou moins le creative marketing ou bien ce qu'on appelle le marketing de contenu, ou bien tous les aspects qui tournent autour de l'innovation et sur le plan contenu, technologique et tout. Donc, sur le plan, sur les éléments factuels, il faudrait avoir plus ou moins ce qu'on appelle un mapping du marché à travers une sorte de graphique avec comme ordonnée la qualité et les prix, ce qui permet aux clients plus ou moins de se situer dans les 5 zones possibles du marché, c'est-à-dire soit de qualifier le marché en marché d'arnaque ou en marché de top ou de bradage ou de juste prix ou de luxe. Après ce brand mapping, on a notre brand identity, c'est-à-dire de personnifier les marques pour leur donner une valeur personnifiée. Je ne dis pas humaniser les marques, mais on personnifie au sens de donner à la marque l'âge, des caractéristiques plus ou moins naturelles, d'élaborer son modèle non compensatoire globalement, ou du moins de fixer les modalités non compensables, ça on pourra y revenir, calculer le coefficient plus ou moins de substitution de son produit par rapport aux autres produits, parce que plus le coefficient de substitution se rapproche, plus les efforts en communication et marketing vont s'élever, plus le coefficient de substitution est loin de la valeur 1, plus on se retrouve avec des acteurs qui sont sur des niches ou sur des marchés spécifiques, qui ne demandent pas certains efforts et on est presque dans des situations monopolistiques. Et après avoir défini ces éléments factuels de base, on arrive dans ce qu'on appelle l'état d'esprit. Et cet état d'esprit nous permet de définir les diagrammes des personas sur la base des qualifications marché, hein, comme on avait dit plus haut. Le choix des tunnels stratégiques, parce que souvent, on a tendance à penser qu'il n'existe qu'un tunnel en marketing ou en communication. Il y a une multitude de tunnels. Ça part de la tunnel la plus basique au tunnel le plus basique, autant pour moi, jusqu'au tunnel le plus élaboré, comme sont les méthodes Dragmar et tout. Par exemple, nous utilisons comme tunnel le tunnel de Nies, peut-être parce que j'adore mes Nies, qui est un tunnel très hybride qui combine et le digital et les médias classiques. Après, on détermine tout ce qui est point de discontinuité au niveau des éléments de vente. Ce qui va donner quoi? Ce qui va donner que dans les modèles de Nies, comme l'avait dit Mme Dia tout à l'heure, on a 5 niveaux, la notoriété, l'intérêt, l'expérience, le choix et l'engagement. Si on prend les initiales, ça fait N-I-E-C-E, ce qui donne Nies. Alors, tout le processus de la démarche commerciale consiste à voir où est le point de discontinuité. Est-ce que c'est entre la notoriété et l'intérêt, ou entre l'intérêt et l'expérimentation, ou entre l'expérimentation et le choix, ou entre le choix et l'engagement. Par exemple, dans la téléphonie mobile, souvent, les points de discontinuité se retrouvent entre l'expérience et le choix. On peut expérimenter un opérateur et ne pas le choisir par la suite pour plusieurs questions. On y reviendra, telles que les réseaux et tout. Par exemple, pour les produits de grande conso, les discontinuités se trouvent entre l'intérêt et l'expérimentation. Voilà. Donc, voilà plus ou moins ces éléments de discontinuité qu'il faut identifier. Une fois qu'on a identifié les discontinuités sur la base du modèle de Nies, on apporte les mesures correctives à travers l'innovation. L'innovation peut être les techniques spécifiques d'utilisation des réseaux sociaux, le marketing de contenu, ou bien le simple fait d'utiliser, par exemple, des techniques spécifiques de dégustation. Après, chaque étape doit être optimisée. Ce qui nous amène après à avoir une optimisation globale de la démarche commerciale. Donc, voilà un peu plus ou moins à ramasser ce que je voulais dire pour reprendre globalement vraiment ce que Mme Dia et Bachar avaient eu à dire pour synthétiser. Mais comme ils disent, on pourra revenir dans les détails selon les besoins des uns et des autres. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci à toi, Céline. Désolé de ne pas monopoliser la parole. Non, c'est comme ça. Je pense que c'est très bien fait, c'est très clair. Donc, cette dynamique d'innovation et de créativité dont tu as parlé, je pense que c'est devenu fondamental. L'innovation, que ce soit l'innovation incrémentale, radicale,
c'est extrêmement important et aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Ça fait partie des facteurs clés de succès. Donc, les éléments factuels aussi dont tu as parlé. Et aujourd'hui, comment combiner le digital et les médias classiques et pour pouvoir véritablement booster les ventes. Alors, moi j'ai une question avant, parce que l'objectif après aussi, c'est de permettre aux participants de poser des questions. Mais moi, j'ai une question par rapport à, bon, chacun, bon, donc on dise que la distribution, c'est le support de la vente. Donc, quel est aujourd'hui l'intérêt d'avoir une bonne stratégie de distribution? Abdoulaye, tu veux, ou bien tu as toujours la casquette de coach? Il y a M. Khan qui lève la parole. Est-ce qu'on l'écoute d'abord ou bien depuis longtemps? Oui, je vois M. Khan lève la main. Hein? D'accord. Vous lui donnez d'abord, après on revient sur la question. Oui. M. Khan, vous voulez intervenir, c'est ça? M. Khan, son micro n'est pas activé. Hein? Abdoulaye, allez-y. Je pense que la question principale, c'est est-ce que la distribution peut être considérée comme le support de la vente, c'est ça? Oui. Oui. Donc voilà. Je pense que l'exercice de séparer la vente et la distribution est un exercice un peu difficile, ça c'est clair. Alors, parce que de toute façon, la vente est l'aboutissement et la finalisation et la récompense en même temps de tout ce que les ingénieurs, l'entreprise a dû produire et mettre sur le marché, et que la distribution est le circuit qui permet au produit d'atteindre le consommateur et d'avoir effectivement la finalité qu'on attendait de lui. Donc, sur ce plan considéré, on peut revenir et être d'accord que la distribution non seulement est le support de la vente, mais c'est une partie intégrante de la vente. Donc, tout produit doit être distribué parce que pour avoir de la visibilité, il faut de la distribution. Je pense que j'ai un peu encore oublié le nom de mademoiselle de Kiren, là, qui parlait tout à l'heure des points de vente, de créer de la visibilité au niveau des points de vente. Ça, c'est la distribution qui peut créer cette visibilité. Et sans la visibilité, effectivement, le produit ne peut pas être choisi par un client ni par un consommateur. Donc, bel et bien, je pense que la distribution est une partie intégrante de la vente. J'attends ceux qui sont plus techniques que moi, je suis beaucoup plus coach, mais j'allais traduire la distribution comme le canal sur lequel la relation est établie entre le produit, le consommateur et l'entreprise. Je laisse les autres techniques à Seydina Omar, leur avis sur la question. Et on peut y revenir si y a besoin. Si vous permettez, Moumoudou, je vais compléter juste ce qu'a dit M. Bacha. Pour moi, de plus en plus, on assiste à de profondes mutations, de très, très profondes mutations. C'est-à-dire à un vendeur classique qui avait un circuit de distribution ou bien qui utilisait des réseaux de distribution. Aujourd'hui, on vient vers des systèmes de marketplace virtuels, vers des systèmes aujourd'hui de boutiques virtuelles où on parle de moins en moins de distribution, mais on fait appel beaucoup plus à la livraison. Donc, pour moi, en réalité, que ce soit la distribution, la livraison, la présence, c'est des éléments qui de plus en plus vont avoir une mutation au point que on assiste à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Dans une entreprise, on est dans du tout commercial. Tout le monde est commercial. Le DG et tout le monde devient livreur. C'est-à-dire, à la limite, la fonction de distribution va intégrer très fortement aujourd'hui la stratégie commerciale, parce que c'est la stratégie commerciale qui va définir la présence ou le rôle spécifique
de la distribution. Parce qu'aujourd'hui, si on décide d'avoir une stratégie de commercial basée sur, par exemple, le virtuel ou bien basée, par exemple, sur des marketplaces, aujourd'hui, on peut ne pas avoir, par exemple, des entrepôts de distribution comme peut le faire Amazon ou les autres et avoir un seul lieu, par exemple, d'entreposage si nous décidons, par exemple, de vendre, comme je l'avais dit plus tôt, par exemple, si on est sur des effets de niche et qu'on est géographiquement présent dans sa zone de niche, mais écoutez, on parlera beaucoup plus de livraison que de stratégie de distribution spécifique. Et auquel cas, cette livraison-là est je peux dire, est un élément encore de la distribution. Donc après, on va se retrouver avec des jeux de mots, parce que pour moi, de plus en plus, il y a certains métiers, il y a une agrégation des métiers qui font que c'est pas que par exemple, d'autres métiers vont disparaître, mais ces métiers vont être associés à d'autres métiers pour avoir des choses ou bien pour avoir des contenus beaucoup plus larges. C'est comme aujourd'hui notre métier. Au début, on avait des marketeurs de tel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le marketing de croissance pour pouvoir agréger des métiers, avoir des gens qui ont une approche transversale, qui puissent voir à la fois vente, marketing, distribution, livraison. Cette approche transversale permet aujourd'hui de plus en plus d'agréger des métiers et de se dire aujourd'hui, on ne parle pas de réussite commerciale seulement avec la distribution ou bien de réussite commerciale seulement avec la qualité du produit. C'est aujourd'hui une approche transversale où tout doit être bien pour être un bon vendeur ou pour avoir de meilleures ventes. Donc, c'est juste pour rejoindre Bachar dans ce qu'il disait tout à l'heure. Merci. Pour moi, pour appuyer un peu, je vais partir de ma fibre de marketeuse et commencer sur mes 4 P. Aujourd'hui, les 4 P qui sont le produit, le prix, la place qui est la distribution et la promotion qui est la communication. Il y en a 2 qui sont collés, qui sont obligatoires pour les commerciaux, c'est la distribution et le prix. Aujourd'hui, on a un produit qui parle à notre segment, à notre cible. On a un prix qui a été fait selon un mapping précis. On sait, on a fait des études, on a fait une étude de marché. On sait que le prix sera adapté à la cible. On distribue mal ce produit, on n'aura pas les ventes qu'il faut. Aujourd'hui, je prends un produit pour enfants qu'on va aller distribuer dans un restaurant ou une boîte de nuit, il ne marchera jamais. Même si le produit est excellent, même si le prix est tout à fait compétitif, il ne marchera jamais. Aujourd'hui, il est important d'avoir de bons canaux de distribution. Il est important d'optimiser les différents moyens de distribution de la logistique. Il est également important de savoir le cibler correctement. Donc, je pense que oui, ce sont deux notions à ne pas détacher. C'est inhérent au commercial. Voilà, très bien. Je pense que c'est clair sur cette partie. Abdoulaye, tu veux reprendre la parole, Abdoulaye? Active ton micro. Active ton micro. Je disais, en tant que spécialiste qui pose la même question, on voulait bien entendre aussi votre réponse sur cette problématique. À qui, moi? Non, oui. Moi, je pense que, voilà, vous avez donné la réponse, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de vente sans la distribution. Parce qu'aujourd'hui, pour reprendre un peu théoriquement dans le marketing, comme Maguette disait, donc, quand on parle de marketing, on pense aux 4 P, la politique de produit, la politique de prix, distribution et la communication. Et les 4 P vont ensemble. Donc, aujourd'hui, quand on parle de stratégie de distribution également, on pense à la distribution intensive, sélective et exclusive, mais aussi aux différents circuits de distribution. Mais aujourd'hui, avec le digital, donc on est passé de stratégie commerciale carrément basée sur le virtuel et on parle de plus en plus de circuits directs. Donc,
c'est de l'entreprise directement au consommateur. Donc, la distribution sera juste une livraison. Donc, le client a la possibilité de commander directement sur le site Internet de l'entreprise et que l'entreprise livre directement. Donc, avec les marketplaces, avec les sites web des entreprises, je pense que, comme Seydina l'a dit tout à l'heure, donc ça a carrément révolutionné le marketing, ça a carrément révolutionné le commercial. Alors, donc, une autre question, hein? J'ai beaucoup de questions, parce qu'aujourd'hui, on sait que le point commun de beaucoup d'entreprises, c'est la baisse des ventes. Et ça peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être dû à l'inefficacité des vendeurs. Ça peut être dû, voilà, l'inefficacité des vendeurs, la force de vente. Ça peut être dû également à un mauvais produit, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs dus à la concurrence, etc., l'environnement externe, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, face à cette baisse des ventes, qui est le point commun presque de toutes les PME sénégalaises, africaines, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Quels sont les secrets, quelles sont les recommandations pour booster carrément les ventes dans le contexte actuel où la concurrence devient de plus en plus féroce avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication? Qu'est-ce que vous proposez en tant que coach Batia? Souvent, j'aime bien écouter les spécialistes avant de m'exprimer en tant que coach. OK. Voilà, mais je vais y aller, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai mon point de vue là-dessus. D'ailleurs, je suis en train de travailler avec une structure de la place pour former des vendeurs d'élite. Donc, pour faire face effectivement à une situation de mévente et d'insatisfaction. Voilà. Alors, du point de vue du regard du coach, quel que soit l'environnement où nous vivons et puis notre vie, nous allons toujours par des moments de haut et de bas, hein, parfois dépendant de notre volonté, parfois indépendant de notre volonté. Donc, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est votre capacité à réagir et à trouver des solutions par rapport à ce problème que pour nous, en tant que coach, la solution va se trouver. Et cette capacité est intrinsèque à la personne. Hein, c'est la hauteur de vue qu'il a, comment il est équipé lui-même déjà pour pouvoir, et quand je dis équipé, c'est seulement équipé mentalement, mais du point de vue stratégique et techniquement. Et la connaissance qu'il a non seulement de son marché et de son produit pour pouvoir déceler des voies de solution. Nous ne croyons pas moins, nous croyons moins à une histoire de compétition, nous croyons à un marché d'abondance. Hein. Ça, c'est le point de vue du coach, que tout le monde a sa place et quand ton produit a des problèmes, regarde si votre cible, est-ce que le travail de ciblage a été bien fait? Parce que vous répondez toujours à un besoin d'un segment bien précis que Maguette avait déjà souligné de la société. Et si cette segmentation n'est pas aussi claire et la cible n'est pas atteinte, effectivement, vous pouvez avoir des problèmes de mévente. Le problème de mévente vient beaucoup plus pour nous en tant que coach de la clarté que vous avez par rapport au problème, mais pas plutôt de l'environnement externe. Parce que quel que soit l'environnement externe, du moment où vous vous plaignez de mévente, il y en a qui s'en sortent. Ça veut dire que le problème ne se situe pas au niveau, se situe à votre niveau, au niveau interne. La seconde chose que nous développons et nous croyons au leadership de l'entreprise. Ça veut dire que pour nous, la vente repose à 80% sur le leadership de l'entreprise. Ne repose pas, la faiblesse des ventes n'est pas forcément liée à une équipe qui n'est pas bien, comment bien formée, ou bien au produit ou au marché et consorts, mais que le leadership a une clarté, une vision claire de la problématique du marché, de la problématique de son produit et la problématique de son équipe et pour apporter des réponses. Donc, autant que le leader s'équipe, autant qu'il a une clarté, une vision claire du problème, il a une capacité de voir clair le problème, autant qu'il a des solutions à ce problème. Et que l'environnement joue peu dans la mévente, mais ce qui joue plus, c'est votre capacité à apporter des réponses et à s'adapter dans cet environnement qui joue.
regardez bien, on parle par exemple, si on prend cet environnement qu'on pense et qu'on dit défavorable, pandémie, après guerre en Ukraine, on se rend compte que c'est le moment où aucun budget des États n'a diminué, il y a des augmentations de salaire partout, il y a même des fonds alloués gratuitement à des personnes pour supporter la crise. Donc, c'est une contradiction au moment où on s'attend à ce qu'il y a un déficit, il y a des problèmes, on voit qu'il y a plus d'argent qui circule et on s'attend à plus de croissance. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si vous vous accrochez à avoir un regard négatif du marché, ce regard va affecter mentalement les solutions que vous allez apporter. Et si vous avez un regard positif du marché en regardant où se trouve aujourd'hui, compte tenu des mutations que M. Si avait évoquées tout à l'heure, et M. Khan bel et bien a évoqué dans son discours, si vous vous adaptez à ces mutations, vous allez d'un produit ou d'une personne. Nous, comme ça qu'on le perçoit. Donc, il s'agit juste, quand les mauvais moments arrivent, c'est le moment-là qu'il faut mieux encore s'équiper pour pouvoir s'en sortir. Et quand les bons moments arrivent, là, tu vas aller d'une façon explosive pour pouvoir accroître ses ventes. Mais l'explosion des ventes, nous, on y croit, pour quitter de 100% à 600%, dépend du niveau de leadership de l'entreprise. Ça ne dépend pas forcément du produit ou bien de l'extérieur, mais ça dépend des solutions internes que l'entreprise peut apporter par rapport à la situation nouvelle du marché. Voilà à peu près ma vision sur la question, Mamadou Gueye. D'accord. En écoutant les autres experts dans ce domaine aussi. D'accord. Donc, si je comprends bien, Abdoulaye, ton argumentaire, c'est qu'aujourd'hui, pour tendre vers la performance, pour booster les ventes, ça ne dépend pas de la force de vente forcément ou bien de l'environnement externe, mais plus du leadership de l'entreprise, la capacité à faire des propositions, à apporter des solutions aux différents problèmes, vous l'avez dit, à être créative, etc. Donc, mais dans ton parcours, je vois que vous étiez à Philip Morris en tant que sales, donc dans le département vente. Et en discutant, comme je discute tout le temps avec vous sur la vente et autres, chaque fois quand on discute, donc, je voyais que les performances que tu faisais là-bas. Donc, quel a été ton secret en tant que responsable vente à Philip Morris? Donc, un retour d'expérience. Alors, même avant d'être coach, je savais que le plus grand secret qu'une personne a dans la vie et même plus valable dans le commerce, c'est d'avoir un lien et des relations avec vos partenaires. C'est l'un des plus grands secrets. Des relations très solides avec les partenaires avec lesquels vous voulez faire des affaires. Et ça, c'est très, très important. Je vais donner un exemple basique sur lequel j'ai vécu, qui peut servir. Alors, quand on m'a affecté au Cameroun pour ouvrir le marché et lancer le marché, pour un produit cigarette Marlboro qui était en rupture pendant des années et des années là-bas, il fallait relancer le marché, mais le produit était déjà oublié par les consommateurs parce qu'il était en rupture pendant des années et des années. Alors, première année, je ne voyais pas clair, mais quand j'ai commencé à aller présenter mes condoléances à des grossistes dans leur village, à participer à des cérémonies traditionnelles, j'ai commencé à sortir des centaines de cartons. C'est-à-dire que j'ai eu immédiatement développé des liens et des relations qui permettaient à des partenaires de me soutenir et de soutenir le lancement de mon produit. Donc, la relation est au centre de toute réussite de business. Si vous ne tissez pas des liens, si vous ne puisez pas, développez pas de relations, vous ne pouvez pas avoir le soutien du marché dans votre produit. Et voilà à peu près, je préfère donner juste cet exemple, un peu en temps d'expérience déjà passée à Philip Morris, auquel quand j'ai découvert ce secret, je n'avais plus de problème. Quand j'arrivais dans un marché, la première chose à faire, c'est de développer des liens et des relations avec les plus grands grossistes pour pouvoir être soutenu
pour atteindre mes objectifs de volume. Très bien. Donc, à tous les participants, je pense que ça, c'est un secret que vous devez noter. Moi, je l'ai noté en gros caractère. Donc, le secret qu'il vient de nous dévoiler, c'est que pour vendre, il faut miser sur le relationnel. Des fois, on peut avoir un excellent produit et ne pas vendre. Mais quand on a le relationnel, forcément, on vend. Donc, networking, relation, lien, relation. Lien, relation. Premier secret, lien, relation. Pour Abdoulaye Bacha. Donc, Maguette? Oui, je suis... oui, c'est Dina. En fait, moi, je voulais juste prendre le contre-pied de Bacha pour une fois. Mais bon, ça, c'est pas le marketeur qui parle. Parce que j'ai une autre casquette, c'est les études, parce que je suis un grand fanat des données et des études. Et par exemple, pour nous, petite étude, une baisse des ventes n'est jamais un problème. C'est-à-dire, le problème, une baisse des ventes n'est pas un problème, c'est une conséquence à des problèmes non encore identifiés. Par conséquent, et très souvent, les gens sont plus focalisés. C'est comme un malade. C'est-à-dire, si on commence à soigner les symptômes, on risque de ne pas soigner la vraie maladie. C'est-à-dire que nous, petite étude, quand nous arrivons en intervention et on nous signale une baisse des ventes, on est tenté de dire que cette baisse des ventes n'est qu'un symptôme ou n'est qu'une conséquence. Le vrai problème est à identifier. Et je vais prendre un exemple dans le secteur de Bacha. À l'époque, on avait un client qui était un cigarettier sur Abidjan. Il avait constaté une baisse drastique de ses ventes sur des produits VFM. Bon, je ne veux pas donner le nom du client parce que bon, on ne travaille plus ensemble, mais c'était les marques plus ou moins bas de gamme, quoi. Et on avait constaté une forte baisse des ventes. Alors, on a fait l'hypothèse, on a pris les 6P, on a fait l'hypothèse pour isoler. Est-ce que le produit a des problèmes? Est-ce que le prix n'est pas trop cher? Est-ce qu'il y a une bonne distribution? On a regardé pour neutraliser ce qu'on appelle les facteurs endogènes. Quand on a neutralisé tous les facteurs endogènes, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours une baisse des ventes. Alors, ce qui était extraordinaire, bon, je vous fais l'économie du récit. Cette baisse des ventes, en réalité, vous savez, c'était dû à quoi? C'était en ce moment-là, sur Abidjan, les opérateurs de téléphonie mobile avaient commencé à vendre le crédit au détail. Donc, le jeune qui avait 500 francs faisait ce qu'on appelle de l'arbitrage budgétaire. Il avait envie d'acheter avec ses copains 4 ou 5 cigarettes qui vont se partager et avoir de quoi acheter du crédit téléphonique pour le soir, parce qu'à l'époque, le soir, le coût de la consommation en téléphone était moins cher. Et le soir, il pouvait acheter des unités, comme on dit, pour pouvoir échanger avec, entre guillemets, sa copine. Donc, cette baisse des ventes n'était pas liée de façon endogène, n'était pas due à un facteur endogène, mais était liée à un marché parallèle. C'était donc la téléphonie à un moment donné était devenue un concurrent indirect aux marques VFM, c'est-à-dire aux marques de cigarettes VFM, parce que les jeunes faisaient ce qu'on appelle de l'arbitrage budgétaire. Donc, tout ça pour dire, en fait, en résumé, par exemple, pour nous, côté études, on n'a pas de secret pour une baisse des ventes. Parce que chaque baisse des ventes est liée à des problématiques ou à des faits spécifiques. Et l'identification et la neutralisation de ces faits-là permettent l'identification et cette neutralisation, ces deux aspects vont permettre réellement de relancer les ventes. Parce que nous, côté études, les ventes ne sont jamais un problème, mais une conséquence à voir quelles sont les causes et sur la base de ces causes-là, relancer les activités et relancer les ventes. Voilà un peu ce que je voulais dire en complément par rapport à ce que Bacha disait. C'est bien, Seydina. C'est bien, Mamadou, je vais... Non, non, il m'a mis au chaud là. Hein?
Non, 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 c'est bien, Seydina. Non, non, je veux le rejoindre et puis lui compléter. Ça va être enrichissant d'ailleurs. Sur le cas d'Abidjan et consorts, effectivement, je vous le confirme, le grand coup les cigarettiers ont reçu vient de la téléphonie mobile. C'est le seul moment où le paquet de Marlboro commençait à se concurrencer avec le téléphone. Parce qu'avant, même à Dakar, les gens brandissaient leur paquet de Marlboro sur la table. Donc, quand les téléphones mobiles sont arrivés, on brandit plutôt le téléphone plutôt que le paquet de cigarettes. Ça a été le plus grand coup que les cigarettes. Tiens, je vous le confirme. Maintenant, je vous confirme autre chose que vous avez dit et que vous m'avez rejoint. C'est que la capacité à faire la lecture du marché dépend du leadership. Les relationnels, s'ils avaient les relationnels, ils allaient avoir le coup que la téléphonie mobile allait les dire parce que les commerçants allaient leur donner l'information. Très tôt. Et c'est parce que la relationnel manquait, le partenariat n'était pas solide, en tout cas le lien restait, et que le leadership sur la lecture du marché manquait. Donc vous confirmez exactement et vous complétez mon propos à mon avis. Hein. Et merci de me rappeler cet exemple-là. Merci. Moi, je vois la complémentarité dans le sens où, dans la mesure où, aujourd'hui, quand il y a une baisse des ventes, il faut, comme il vient de le dire, Seydina, quand il y a une baisse des ventes dans une entreprise, ce n'est pas un problème, mais c'est la conséquence. Voilà, ce sont les conséquences d'un problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut identifier quelle est la source de cette baisse des ventes. Et pour cela, il faut faire des études, que ce soit des études quantiques, quali, pour pouvoir identifier véritablement où se trouve le problème. Mais vous savez, le marketing s'est longtemps cantonné dans un rôle purement descriptif. Mais aujourd'hui, comme il dit, moi aussi je suis un amoureux des données, j'aime bien les données, comme Cher Tidiane Ndiaye aussi, que je vois aussi sur les participants, qui est un expert des données aussi. Donc aujourd'hui, il faut toujours interroger les données. Le marketing est tellement quantitatif que s'il y a un problème, il faut faire des études pour voir où se trouve la source. Bien sûr, comme il l'a dit, la démarche elle est claire en mettant des hypothèses. Des hypothèses, qui dit hypothèse, dit une affirmation qui n'est ni vraie ni fausse qu'on cherche à démontrer. Et aujourd'hui, ils ont fait des hypothèses qui n'ont pas été validées, pensant que ce sont des facteurs endogènes qui étaient à la base du problème. Et on voit que c'est un autre problème. Donc, c'était vraiment un marché parallèle qui a fait que aujourd'hui, les consommateurs ont réduit la consommation de tabac. Donc, ça aussi, je pense que c'est un secret. On est dans l'ère des données, il faut utiliser les données, il faut faire des études pour pouvoir véritablement identifier la cause de la baisse des ventes. Si on a une baisse des ventes, ne pensez pas que c'est un problème, mais essayez d'identifier la source. Moi, je pense que ça aussi, c'est un secret et ça vient en complément de ce que Abdoulaye Bachia disait tout à l'heure. Maguette, tu voulais prendre la parole? Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, mes prédécesseurs m'ont un peu marché sur la langue, car je suis également d'avis qu'il est important plus que jamais d'être proche de ses partenaires et de ses consommateurs. Et pour moi, il ne faut pas attendre d'avoir un problème ou une baisse des ventes pour se rapprocher d'eux. Je pense que c'est une relation à tisser dans le temps, c'est une relation à maintenir, à renforcer à tout temps. Et aujourd'hui, une baisse des ventes a forcément une raison, c'est une conséquence, je suis très d'accord. Dans le cas où c'est une conséquence purement économique, ça peut être la Covid, ça peut être une baisse de pouvoir d'achat, pourquoi pas faire une étude et se remettre en question et partir sur une option de diversification des gammes, tout simplement. Aujourd'hui, un produit, on le sait, il a une durée de vie. Le produit qui se vendait correctement il y a 1 an se vendra peut-être moins dans 3, 4 ans, 5 ans. Je pense que l'entreprise également a sa part de responsabilité dans la baisse de ses ventes. Aujourd'hui, nous avons par exemple un produit de masse qui marche très bien. Pourquoi pas diversifier la gamme et faire de l'arbitrage tout simplement? Être d'accord, entre guillemets, je sais que ce n'est pas bon en jargon d'une entreprise commerciale, de perdre un peu de vente sur un type de produit, mais de le rattraper et de le combler sur un autre type de produit qui répond plus au problème
à la problématique du moment, qui répond plus au segment, qui répond plus à un pouvoir d'achat plus faible, plus élevé, etc. Donc, je pense que dans des cas comme ça, un arbitrage serait une solution de la part de l'entreprise pour maintenir, pour accroître ses ventes, même en cas de crise. Très bien. Et tout ça, ça rejoint ce que Batia disait tout à l'heure. Tout dépend du leadership des dirigeants, du leadership du top management. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi véritablement, ce dont véritablement une entreprise a besoin, c'est un manager qui a une vision, qui est véritablement un leader stimulant et qui est capable très rapidement d'analyser et d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, le maître mot du management, c'est l'anticipation, comme tu l'as dit dans tes propos. Donc, il faut vraiment avoir ce mindset-là, ce leadership, mais également cette capacité de prendre du recul et d'analyser rapidement et prendre les bonnes décisions. Donc, et en termes de données également, il faut constamment étudier son marché. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème. Il faut se fixer peut-être chaque 6 mois, chaque 1 an, faire une étude de marché, voir si la marque, un BHT, un Brand Health Tracker, voir si la marque est toujours en bonne santé, voir si la marque se porte toujours bien, si elle est toujours perçue comme elle était perçue avant. Si aujourd'hui on vendait un produit de luxe, qu'on fait une étude de marché, on se rend compte que finalement ce produit est perçu comme un produit de masse, ce sont tant de données en fait qui vont nous parler, qui vont nous permettre d'asseoir nos stratégies, qui vont nous permettre d'apporter des solutions efficaces, des solutions rentables et des solutions pour booster les ventes tout simplement. Alors, les données du point de vue de coaching, c'est le tableau de score. Durant un match, on regarde le tableau de score pour voir qui a mené et ce que j'ai mené pour pouvoir changer de stratégie. Donc, c'est effectivement le jeu des données, c'est les scores qu'il vous donne pour savoir exactement comment tu dois te tenir pour le reste et pour la suite. Donc, c'est très important d'avoir le tableau de score, le tableau de bord comme une voiture, ainsi de suite, etc. et chaque jour. Pour nous, c'est ça qu'on dit, c'est s'équiper, ça fait partie de s'équiper en termes de données, mais s'équiper aussi en termes relationnels pour avoir d'autres sources d'informations qui ne sont pas forcément statistiques, mais qui viennent des acteurs eux-mêmes. Et c'est les premières sources d'informations viennent des hommes avant des machines. C'est à peu près la perception que nous avons et que les machines vont confirmer ce que le marché vous a dit. Statistiquement. Donc, les deux sont tellement liés. Donc, ça, c'est le parti technique, mais l'autre, c'est le parti relationnel. Très bien. Très bien. Cher Tidiane, je voulais avoir ton avis sur la question. Cher Tidiane Ndiaye, CEO de Crest Conseil. Cher, tu es là? Oui, bonjour Mamadou. Oui, bonjour. Tu m'entends? C'est un plaisir de t'avoir sur ce webinaire-là. Je sais que ces questions, quand on aborde des questions sur les données, sur l'intelligence économique, sur la veille, donc je pense directement à toi. Je rappelle que tu as été à Patisen en tant que responsable de distribution. Bon, tu peux dire ton poste là-bas, hein. Tu peux te présenter et faire une petite intervention sur ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, cher Mamadou. C'est vraiment un plaisir de participer à cette webinaire. Et aussi, merci aux panélistes parce que ce qu'on a entendu depuis le début, c'est hyper riche. Mais je vais d'abord saluer un de mes mentors que je retrouve ici, Seydina Sorna, qui fut mon directeur au niveau de Dakar, un grand monsieur de la stratégie, du marketing et de la communication, et qui m'a appris la pige publicitaire et qui est l'un des précurseurs même de la pige publicitaire au Sénégal. Donc, bonjour à Seydina et bonjour à tous les panélistes. Donc, comme tu as dit, Mamadou, c'est un thème hyper pertinent et comme tu l'as noté, actuellement, on est dans le monde de la donnée et tout est concentré sur la data et c'est la force des entreprises. Donc, le plus souvent, la problématique, bon, pour me présenter, donc, je suis passé en cabinet, après j'ai intégré Patisen où j'ai occupé plusieurs postes. Donc, j'ai pu piloter le département marketing local et après la direction des études de la stratégie et du développement. Donc, quand vous parlez de données, je suis bien placé et aussi de problématiques marketing commercial en entreprise parce que le plus souvent, quand il y a des soucis
Au niveau de la vente, ça se rejette entre le marketing, la qualité, le commercial, la production. Et j'en ai été témoin et j'étais souvent, comment dire, le juge, parce qu'à un moment donné, ce sont les études qui vont trancher au niveau de la direction générale. Donc, la vente, c'est quelque chose de très sensible. Le marketing est transversal en entreprise parce que ça intervient dans sur toute la chaîne de valeur, parce que le client est en amont et en aval. Et c'est le marketing qui est vraiment, comment dire, le représentant du client en entreprise. Donc, pour ce qui est surtout de la problématique le plus souvent des ventes en entreprise, c'est que les entreprises mettent souvent en avant l'acte de vente. Donc, l'objectif, c'est que le focus, ce n'est pas le client d'abord. Donc, ils mettent en place un produit et font tout pour mettre en avant le produit auprès de la clientèle, alors que c'est l'opposé qui est plus pertinent, le fait de comprendre d'abord la clientèle et de réfléchir en interne afin de définir une offre plus adaptée. Donc, ça permettrait d'avoir une affinité entre le produit et le consommateur et aussi derrière de pouvoir avoir des retours pertinents. Donc, le plus souvent, le souci ne se trouve pas sur le produit côté qualité, mais ça se trouve plus sur l'affinité entre le produit et le client, le besoin du consommateur. Parce que ce qui se réfléchit en 4 murs, parce que je l'ai vécu en entreprise sur le lancement de plusieurs produits des fois, comme ça a été noté aussi tout à l'heure, un exemple que je donnerai sur les bouillons Adja. À un moment donné, il y a eu un problème sur le bouillon Adja. Il y avait des retours sur le marché et le produit, la rotation baissait. À un moment donné, le marketing se disait que c'est la qualité du produit, renvoyait ça au niveau de la qualité allait au niveau de la production pour dire que le produit, c'est un produit de qualité, et ainsi de suite. Le commercial disait que le produit est présent sur le marché, donc eux, ils ont fait le travail. Donc, pourquoi le produit ne marchait pas? Après, on est allé sur le terrain pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est l'étude qui nous a permis de nous rendre compte en s'approchant des femmes et aussi surtout des gargotes, parce que c'est vraiment une référence pertinente pour avoir des retours sur des produits comment dire, culinaires. On s'est rendu compte que c'est sur la manière de cuisson et aussi un produit qui a été utilisé en même temps que le bouillon Adja. À ce moment donné, il y avait une pénétration d'une tomate importée et cette tomate-là, comment dire, utilisée en même temps avec le bouillon Adja tomate, ça influait sur la coloration qui donnait une couleur rose. Donc ça, c'est l'étude qui nous a permis vraiment d'avoir cette information. Donc s'il n'y avait pas l'étude, l'entreprise pourrait perdre trop de temps pour se dire que non, c'est le produit qui a eu un problème de qualité, c'est au niveau de la production, ainsi de suite. Alors qu'il n'y avait pas de problème sur le produit, mais c'est que c'est deux produits qui se regroupent, qui se retrouvent sur la marmite, et aussi chaque produit a ses composantes, et aussi le fait que deux composantes se retrouvent peut donner un résultat qui n'était pas escompté. Donc, pour dire que la problématique sur un produit peut être, comment dire, de plusieurs paramètres qu'il faut auditer en mettant en place, comment dire, l'arbre à problème et essayer d'identifier à chaque niveau où se situe le problème. Est-ce que c'est au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau du produit, pour pouvoir vraiment se retrouver. Donc, à plus de cela, je voulais seulement revenir sur la différence. Donc, ce que vous avez écrit aujourd'hui. Je voulais revenir sur la... Oui, allez-y. Vous avez fait quoi? Je voulais... Ok, merci. Je voulais revenir rapidement sur la différence entre le commerce et la distribution. Parce que le commerce est inclus dans la distribution est très large. Bon, le plus souvent sur le mix marketing, on considère la distribution comme le commerce. Bon, c'est vrai que sur le mix marketing entre les 4 P, on peut considérer la partie commerciale, le commerce comme le 4e P. Et ça fait partie de la stratégie marketing. Mais la distribution est plus large parce que la distribution a plusieurs fonctions. Il y a la fonction manutention, stockage, transport et vente. Et le commerce intervient seulement sur la partie vente.
Parce que la distribution, il y a la logistique interne, la distribution fait partie de... La logistique interne fait partie de la distribution. Tout ce qui est stockage de matières premières, transport de matières premières, avant même la production, ça fait partie de la distribution. Tout ce qui est enlèvement du produit après fabrication pour l'amener au niveau des dépôts de stockage produits finis, ça fait partie de la logique de distribution. C'est pourquoi il y a la logistique interne qui gère la distribution en interne en entreprise et la logistique externe. Donc, quand l'entreprise définit une stratégie de distribution, le marketing ne peut pas seulement définir une politique de distribution. Le marketing devrait travailler avec l'équipe supply chain pour pouvoir définir une politique de distribution qui serait plus pertinente. Et aussi, c'est la politique de distribution globale qui permet aussi de déterminer les types de commerce que l'entreprise veut choisir, que ce soit avec des partenaires qui sont vraiment dans le commerce indépendant, comme les grossistes, le canal traditionnel, ou bien le commerce intégré avec les grandes surfaces, ou bien le commerce associé avec la franchise. Donc, tout ça, ça fait partie de la distribution. Et ça se fait en amont parce que tout suit une logique du mix marketing, où en amont, il y a le 5e P qui est la personne, le client, qui est la base de tout. Et c'est le client qui permet de déterminer le produit et aussi le produit par rapport au profil du produit, par rapport au profil aussi de la clientèle, que le prix est déterminé. Parce que si le prix est cher par rapport au pouvoir d'achat du commercial, ça ne marchera pas, même si le produit est de qualité. Et aussi les supports de communication qui sont utilisés, c'est par rapport aux supports de communication que le client suit. Et aussi la distribution, c'est par rapport aussi les lieux d'approvisionnement que le client a l'habitude de faire des achats. Et c'est l'étude en amont qui permet de déterminer tout cela pour pouvoir définir une stratégie marketing pertinente et surtout une politique de distribution qui est pertinente. Donc, désolé, j'ai un peu contrôlé la parole. Non, merci beaucoup, Mamadou. Non, moi, je trouve que c'est excellent. C'est excellent voilà, de revenir sur ces fondamentaux et de répondre également à la question par rapport à la distribution, parce que d'aucuns pensent que la distribution, c'est l'aspect distribution-commercialisation. Mais là, tu viens de nous dire que la distribution comprend en plus du commerce, la logistique interne. C'est quoi la logistique interne? Le fait, la distribution des matières premières au niveau des usines ou bien des ateliers de production. Ensuite, la logistique externe qui consiste à aujourd'hui enlever le produit et le mettre dans les points de vente. Alors, vraiment, cher, je te remercie vivement. Et on continue avec, voilà, M. Seydina Sokhna, qui est très orienté digital, qui va nous dire aujourd'hui, avec l'ère de la digitalisation, quel a été l'impact du digital sur la vente. Merci beaucoup, Mamadou. C'est vrai que je pense que dans l'assistance, il y a aussi de très bons profils qui peuvent nous conseiller aussi en la matière. Moi globalement, le digital nous fait gagner aujourd'hui énormément de temps sur le plan commercial. Ce gain de temps, je vous donne un exemple. Regardez par exemple les jeux ou bien si vous avez vu le phénomène du Candy Crush. En 1 heure de temps, on quitte le statut, on n'a jamais essayé ce produit, jusqu'à être quelqu'un qui recommande ce produit, quelqu'un d'engagé, parce qu'ils ont mis un processus tellement rapide où on crée de l'accoutumance. À un moment donné, on te dit, pour pouvoir continuer, il faut lancer des invitations. Ou bien pour pouvoir continuer, il faut demander à un ami de te débloquer. C'est-à-dire ce parcours client qui, dans un produit classique avec les médias traditionnels, prenait du temps. Aujourd'hui, le digital a réduit ce temps d'expérience client. Par exemple, à l'époque, pour acheter, par exemple, une voiture, on allait souvent au niveau du showroom, on regardait le prix, on revenait encore, on essayait la voiture. Aujourd'hui, avec le digital, en un temps record, on a un retour des personnes qui ont expérimenté. Vous avez la possibilité même de faire, par exemple, certains produits, des expérimentations virtuelles, avoir l'avis de consommateurs, mais
En un temps record, aujourd'hui, le digital nous raccourcit les délais de prise de décision au niveau du processus d'achat. Bon, j'exclus effectivement tout ce qui est achat spontané, parce que dans l'achat spontané, on n'a pas ce processus-là de prise de décision. Autre chose, c'est-à-dire, autant le digital nous a aidé à gagner du temps dans le processus de prise de décision, autant aussi le digital nous permet de passer du stade d'expérimentation au stade d'engagé. C'est-à-dire, quand nous prenons le modèle de Niès que je vous ai exposé tout à l'heure, au niveau traditionnel, on avait de gros problèmes, c'est-à-dire, parce que si on regarde le modèle de Niès traditionnellement, il y a notoriété, intérêt, expérience, choix en termes de expérience et engagement. De façon traditionnelle, dans le marketing traditionnel, ces 5 étapes du modèle de Niès se faisaient dans un délai approximativement de 2 semaines à 3 mois. Aujourd'hui, avec le digital, ça peut se faire en 1 heure de temps sur certains produits, en 1 heure de temps. C'est-à-dire, ce qu'on faisait en 3 mois, aujourd'hui, on le fait en 1 heure de temps. Michel Gueye, si on prend par exemple le cas des écoles, à l'époque, qu'est-ce qui se passait pour le recrutement? Les élèves venaient déposer leur dossier. Après avoir déposé leur dossier, on faisait une sélection. Après ces sélections-là, on les appelait pour venir faire un test. Après ce test-là, on corrigeait. Vous voyez, c'est-à-dire à l'époque, pour intégrer une école, ça pouvait se faire en 2-3 mois. Ou bien même les cabinets de recrutement. Aujourd'hui, avec le digital, on fait du matching affinitaire. Ce qu'on faisait en 3-4 mois, aujourd'hui, ça peut se faire en 1 heure de temps. LinkedIn, aujourd'hui, je cherche des profils. Selon le profil d'abonnement, le type d'abonnement que j'ai, en 1 heure, je peux avoir les profils qui vont convenir à mon poste. Donc, ça veut dire aujourd'hui, il y a un gain de temps dans le processus de prise de décision. Il y a un gain de temps dans le processus de maturation du client. Il y a un gain de temps dans tout ce qu'on appelle les différentes étapes du consommateur. Et ce qui est intéressant, dans le digital, il n'y a pas de perte de données. Parce qu'une fois qu'on est dans le processus, et c'est là où c'est intéressant, ça nous permet de pouvoir mieux traiter et de mieux analyser les données parce qu'on est dans un environnement où on collectionne les données. C'est-à-dire, et je vais rejoindre Bacha, c'est qu'aujourd'hui, avec un système digitalisé du commercial, on peut affiner même ses relations avec ses partenaires. C'est-à-dire, aujourd'hui, aller jusqu'à pouvoir dire à son partenaire joyeux anniversaire ou lui amener un cadeau pour son enfant, je veux dire, ça crée un matching, ça crée une affinité. Aujourd'hui, moi, je trouve que le digital professionnel, je précise bien, le digital au sens professionnel n'est que gain, n'est que bénéfice au plan commercial. Bon, maintenant, après, il ne faut pas que ça soit détourné parce que qui dit digital dit stockage de données. Et il ne faut pas pervertir ces données stockées à d'autres fins sur le plan commercial, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à pouvoir conditionner, parce que c'est ça ce qui est dangereux, parce qu'aujourd'hui, dès l'instant que j'ai une manne d'informations sur la personne, je peux aller jusqu'à pouvoir savoir à quel moment cette personne est fauchée. Auquel cas, par exemple, si je suis une institution financière, je peux le surcharger ou je peux l'équiper encore de crédits additionnels jusqu'au point de l'étouffer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, les données sur le plan commercial, c'est toute une aubaine en termes de gain de temps, mais aussi ça a un effet pervers parce qu'on peut suréquiper un consommateur sur des biens spécifiques. Je ne sais pas si, Momodou, tu veux plus d'espace ou bien c'est assez clair à ce niveau-là. C'est très clair. C'est très, très clair. Et là, je vais donner la parole au public. Si vous avez des questions, levez la main, activez votre micro et posez votre question. Le temps, je vais contribuer sur cette question du digital et puis le temps qu'il y a une main levée, on va la donner immédiatement. Juste pour amener le regard du coach dans ce phénomène de digitalisation de nos sociétés. Et je suis d'accord que c'est un processus de transformation complètement de nos vies qui est en train de s'opérer et qui est en train d'être étudié et regardé.
Alors, ce que nous, souvent, on conseille et on dit en tant que coach, c'est que oui, le processus est déclenché de digitalisation, ça élimine les distances, ça réduit énormément le temps, c'est tout à fait, donc c'est un support important, mais ça n'annule pas les supports classiques qui existaient avant et qui avaient montré leur efficacité aussi. Ça veut dire que la chaleur humaine et le contact humain, le digital ne vient pas supprimer, ça vient en complément de ce qu'aujourd'hui un être humain ne peut pas faire physiquement, le digital peut lui compléter ça. Donc ça, c'est un aspect que je voulais souligner parce que les études jusqu'à présent, même dans les pays les plus développés comme aux États-Unis, on s'est rendu compte que les grosses entreprises qui font de gros chiffres d'affaires, quand ils ont fait les études, ils ont remarqué que le moyen de communication qui était le plus efficace, qui donnait 80-90% de leur succès, venait de bouche à oreille positive des consommateurs. Et le digital ne venait pas en première position. Donc, c'était un canal qui est resté traditionnel, qui est le premier canal, c'est que j'ai acheté et j'ai conseillé mon voisin d'acheter. J'ai expérimenté et j'ai conseillé mon voisin d'expérimenter. J'étais en train d'entrer en contact avec un commercial qui m'a pu expliquer et que pourquoi reste encore dominant. Et quand on a regardé les ventes qui sont en train de monter dans le monde et qu'on sort, on remarque que le digital est en train effectivement de progresser, mais c'est à un niveau de 20 à 30%, les niveaux les plus élevés. Donc, ce que nous conseillons surtout aux jeunes commerciaux et consorts, c'est de considérer le digital comme un canal, un nouveau canal très efficace, mais ne pas oublier que les autres canaux montrent toujours encore leurs preuves et existent toujours. Et l'autre attention qu'on va attirer, c'est si vous allez plus vite que les gens, vous risquez de les attendre quelque part. Donc, en matière de vitesse, il faut être un peu plus en avance, mais pas trop loin, parce que sinon, la société aussi est en train de mouvoir dans sa transformation et qu'il y a certains de grandes catégories de cette population qui étaient habitués à du relationnel, à ce que mon fournisseur, je le connais, ainsi de suite, qui continuent à garder ces habitudes et qui ont souvent un certain pouvoir d'achat très important. Donc, c'est ce qui fait que nous, ce qu'on peut conseiller aujourd'hui aux jeunes commerciaux, c'est d'intégrer le digital dans la démarche, mais de ne pas substituer les autres canaux au digital. Et que ça soit un canal complémentaire et très innovant. Peut-être dans un futur proche, on verra la progression, comment ça va se passer. Très bien. Très bien, c'est intéressant. Donc, Mamadou, si vous permettez, je voulais juste ajouter un élément par rapport à Bacha. En fait, souvent quand on parle de digital, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le digital en tant que technologie, le digital en tant qu'infrastructure et le digital en tant que canal de communication. Lui, son intervention, il a orienté vraiment comme canal de communication. Moi, dans mon intervention, je parlais du digital en tant que technologie et infrastructure. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vrai que la forme connue du digital en tant que média, c'est les réseaux sociaux. Mais derrière ces canaux de communication, il y a l'infrastructure, il y a la technologie. Et je dis, c'est le fait de faire appel à cette technologie, à cette infrastructure-là, qui ne peut être que bénéfique. Bon, bien évidemment, en tant que canal de communication, ça reste ce que ça reste comme les canaux de communication, hein, c'est-à-dire au même titre que les médias classiques. Selon l'environnement, selon le pays, selon la zone, il faut toujours utiliser les études médias pour voir les canaux de communication les plus appropriés. Donc, ce que je voulais juste ajouter comme complément. Très bien. Le public, des questions? Il y a Morissette qui a levé sa parole. Hein? Oui. Levé sa main. Oui. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour à M. Seydina, M. Bacha et Mme Dia et
et Monsieur Guy. Bonjour à tout le public. Et je tiens quand même à vous remercier pour cette belle initiative que vous avez mis sur pied pour pouvoir voilà, pousser des commerciaux à rester fermes sur le terrain. Moi, c'est Morissette Razimet et je suis ingénieure technico-commerciale, mais beaucoup plus orientée les télécoms. Donc, je tiens déjà à saluer l'initiative, hein. Et je vous ai écouté avec intérêt et avec beaucoup d'attention et j'ai pris de très belles notes et je pense qu'à l'avenir, ça pourra bien me servir. Et là, je suis quand même restée un peu sur ma faim parce que j'ai vu qu'il y a de bons profils ici qui peuvent nous booster, nous qui sommes jeunes commerciaux ou bien commerciaux sur le terrain, parce que être commercial, c'est un métier passionnant, aussi stressant. On mange l'argent, mais derrière, on a aussi voilà, des bâtons dans les roues et il faut tenir ferme pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà, et déjà, j'ai remarqué que vous avez beaucoup abordé l'aspect produit. Et bon, quand on parle de produit, c'est déjà tout, c'est une chose ou bien un bien qui peut être soit tangible ou intangible. Par exemple, j'ai vu qu'il y a Madame Dia qui est de Kirène. Déjà, quand on prend et la bouteille d'eau Kirène, c'est un bien tangible que les consommateurs, ils voient, ils peuvent décider, ils peuvent choisir un Kirène, un CO, etc., etc. Mais le plus gros souci, c'est quand il s'agit des services. Parce que là, vendre un service, ce n'est pas forcément les mêmes stratégies que vendre un produit qui est tangible. Voilà, je vais faire peut-être des petites contributions et après poser ma question. Par exemple, si je choisis, bon, moi, je suis beaucoup plus dans le domaine de tout ce qui est la vente des services, vente de la voix, vente de l'Internet, vente des logiciels, vente des applications. Là, il faut, la stratégie, je pense qu'elle est autre ici. Et en tant que jeune commercial, j'ai vu le profil de M. Seydina qui m'a beaucoup plus voilà, attiré. Et j'aimerais lui poser ma question, elle est celle-ci. Je souhaiterais lui demander s'il a un petit secret ou bien une petite astuce à nous partager sur comment réaliser effectivement des ventes quand il s'agit et des services, voilà, quand il s'agit des services. Moi, j'ai bien aimé tout ce qui est l'intervention sur le produit et autres, mais quand il s'agit des services, c'est autre chose, c'est différent. Par exemple, vendre de la carte et carte prépayée CBAO, vendre de la monétique, par exemple. Quelles sont les petites astuces derrière? S'il y a des gens qui sont dans le panel qui ont peut-être des expériences sur ces choses-là qui peuvent partager. Voilà, moi, j'ai soif d'apprendre auprès de vous et je dis que je suis jeune commerciale sur le terrain. Merci beaucoup. Très bien. Merci Morissette pour cette question, chère. On va noter les questions après, ils vont rebondir. Monsieur Si. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour aux panélistes. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Sersi. Je suis un superviseur commercial dans une entreprise sur place. Donc, je suis trop content de participer à ce webinaire. Donc, vous disiez tout à l'heure que la distribution et le support de vente. Donc, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il existe d'autres supports de vente à part la distribution? Voilà. Très bien. Merci à tous. S'il existe d'autres supports de vente à part la distribution. D'accord. Oui. D'autres questions?
désactiver le micro, c'est bon? Alors, en attendant, donc, on va répondre à la question de Morissette. Ici. Allô? Allez, Cédina. Oui, bonsoir Morissette, enchanté. Merci pour la question. Donc, à l'entame de mes propos, je disais que, par exemple, autant pour les biens de grande consommation, on utilisait les coefficients de substitution, autant pour les biens de service, tout ce qui est service et même pour tout ce qui est produits politiques, on utilise ce qu'on appelle les modèles compensatoires. Alors, allô? Vous m'entendez? J'ai désactivé votre micro là, Jimmy. Allô? Allô, oui, c'est bon, c'est bon. Alors, je disais à Morissette qu'on peut utiliser ce qu'on appelle au niveau des services le modèle non compensatoire. Les modèles non compensatoires, c'est par rapport à tes services, c'est d'identifier les modalités essentielles pour le consommateur et qui ne peuvent pas se compenser. Je donne un exemple de la téléphonie mobile. Supposons qu'on décide de définir le modèle non compensatoire de la téléphonie mobile. On a 4 modalités. Le réseau, les tarifs, la proximité de la marque et tout ce qui est bonus et promo. Pourquoi le modèle est un modèle non compensatoire? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que la qualité du réseau n'est pas bien qu'on peut le compenser par plus de bonus ou bien par rapport à des tarifs plus bas ou bien par rapport à une marque engagée. Donc, quand on a défini ce qu'on appelle les modèles non compensatoires, c'est-à-dire les modalités non compensables, on détermine le poids de chaque modalité dans l'esprit du consommateur. Je vais reprendre toujours la téléphonie mobile. Au niveau de la téléphonie mobile, la qualité du réseau représente 50% en termes de poids. Les tarifs adéquats représentent 20%. Les bonus et les promos, 13%. La proximité de la marque représente 14%. Ça veut dire qu'une marque plus proche de ses consommateurs est plus bénéfique que des promos à tout vent qui ne rapportent rien. Alors, quand tu vends maintenant ton produit et que tu as identifié le modèle non compensatoire de ton marché, tes arguments commerciaux sont basés sur le modèle non compensatoire et sur le fait de ta comparaison avec tes concurrents. C'est-à-dire, ce qu'on disait avant, la bonne connaissance de ces concurrents-là et comment tu te positionnes par rapport à ces concurrents-là sur les modalités non compensables. Et la somme obtenue par rapport à la pondération de ces modalités te donne ta note par rapport à tes concurrents. Et c'est cette note obtenue qui constitue ton argument de vente. C'est-à-dire, si, je donne un exemple, si tu as par exemple un réseau qui est de 10% et que tu as par exemple des bonus de 80%, ne t'étonne pas que le concurrent qui a un niveau de réseau de 40% vend plus que toi, parce que ce marché est un marché de réseau. Parce que la modalité qualité du réseau représente 50% de l'approche psychologique des consommateurs. Donc, quand tu es dans les services, ta première chose à faire, c'est de définir ton modèle non compensatoire. On l'appelle plus souvent aussi le modèle lexicographique. Et sur cette base, tu bâtis ton argumentaire commercial par rapport à tes concurrents et par rapport à ton marché. Morissette, je ne sais pas si c'est assez clair pour toi. Monsieur Seydina, mais j'ai gagné un gros lot ce soir. Hein? J'ai gagné un gros lot ce soir, merci. Merci, je vous en prie. Vivement. Merci pour votre contribution. Je pense que c'est même ma première fois d'entendre ce genre de modèle non compensatoire, nespographique, c'est bien ça? Lexicographique. Lexicographique, Ouais. super. Lexicographique. Je vous en prie, ouais. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Et la deuxième question de M. Si, cher Si, qui disait
quels sont les autres supports de la vente à part la distribution? Ça, je laisse le coach ou bien coach, je réponds. Il reste 2 minutes parce qu'on doit finir à 18h30. Bon. Alors, moi je vais bon, après peut-être cher pour compléter. Pour moi, en fait, l'aspect commercial, il ne faut pas faire de dichotomie. Dans une entreprise, tout est commercial, tout le monde est commercial, en fait. Et de plus en plus, vous verrez que, par exemple, si je prends le modèle le plus basique, qu'on appelle le modèle séquentiel AIDA, que nous connaissons tous, attention, intérêt, désir, achat. Vous voyez que la vente, l'achat est le processus final après l'attention, l'intérêt, le désir et l'achat. L'attention et l'intérêt sont des fonctions de la communication. L'intérêt et le désir sont les fonctions du marketing. Le désir et l'achat sont les fonctions commerciales. Et dans ces aspects-là, vous voyez que tout le processus mène à la vente, mène à l'achat. Donc, tout le monde est commercial, même dans l'approche, le communicant, le marketing et le commercial le sont. Alors, maintenant, au niveau commercial, au-delà de la distribution, tout doit être commercial. Le packaging doit être commercial, le prix même doit être commercial, la communication doit être, c'est-à-dire tout est commercial à la fois. Il n'y a rien qui soit orienté non commercial, parce que la finalité, c'est de vendre. Donc, tout porte le commercial. Même si dans la mise en œuvre, même si dans la pratique, on n'y voit pas du commercial, mais la finalité, c'est le commercial. Hein? Donc, tout doit mener à ça. Moi, c'est ma vision, en fait, sur ce point-là. Très bien. Je pense qu'il nous reste qu'une minute. Je vais passer la parole à tous pour que vous puissiez donner votre mot de la fin. Abdoulaye? Alors, bon, mon mot de la fin, c'est, je vais juste dire, je pense que la question de de l'intervenant, c'était est-ce que la distribution est le seul support de la vente? La communication et le marketing aussi sont d'autres supports de la vente. Hein? Donc, il y en a beaucoup plus pour ne pas aller plus loin. Du point de vue du coach, pour ajouter un peu sur ce que Seydina a dit pour Morissette, c'est que pour vendre des services, les gens achètent la personne qui vend d'abord, votre crédibilité, votre capacité à apporter des solutions aux problèmes des gens, votre capacité à faire votre ciblage, savoir exactement qui a besoin de votre produit. Seydina en a parlé avec d'autres termes techniques que j'appelle des termes de totalement management, et moi j'ai utilisé des termes coach. Je pense que ça va vous compléter, mais c'est les mêmes choses. Il a utilisé juste des termes techniques et moi j'ai utilisé d'autres termes qui sont le langage du coach. Donc, vous, votre personne, votre crédibilité joue, la solution que vous apportez à la personne. Donc, si vous voulez vendre quelqu'un, il faut lui apporter des solutions. C'est-à-dire qu'il faut que la personne sache que vous êtes venu pour lui, non pas pour vous. Et si la personne ne sait pas, c'est très difficile que vous l'aurez à voir. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce que je peux contribuer pour la question. Maguette, le mot de la fin? Merci, M. Bacha. Je suis très orientée marketing produit, donc j'ai laissé M. Seydina, qui est plus spécialiste en termes de marketing service. Mais aujourd'hui, tout à fait, le marketing, la com, le trade marketing plus particulièrement, qui consiste à tout ce qui est sponsoring, événementiel, caravane, roadshow, animation, contact direct avec les consommateurs, sont d'excellents supports, d'excellents leviers pour accompagner tout ce qui est commercial, pour accompagner les ventes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, être très proche de ses cibles, faire sa segmentation correctement et communiquer aux bons endroits au bon moment. Oui, Seydina? Pour finir, parce il est 18h. Juste dire merci, hein, parce que j'ai pratiquement monopolisé la parole. Non. Et vraiment dire aux autres participants, désolé qu'ils ne puissent pas participer, le temps était très court. Et si on avait plus de temps, on aurait peut-être plus partagé sur des outils, sur des techniques. Mais ce n'est que partie remise. On se donne rendez-vous une prochaine fois, Inch'Allah.
Exactement. Donc, pour vous dire tout simplement, l'objectif, c'est ça, parce qu'à Montpellier Business School, quand même, qui est une école de formation, nous avons un bachelor en administration des affaires, un master. On a d'ailleurs un master dédié au marketing et au développement commercial. Donc, et qui est un master vraiment qui va vous préparer à devenir de managers commerciaux et de futurs consultants en business development. Donc, c'est un master sur 2 ans, un master 1 que vous pouvez faire à partir de la licence et un master 2 si vous avez un bac plus 4. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense qu'après, il y aura d'autres questions. Vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer les questions. Les consultants sont là, ils pourront vous répondre ou bien au besoin se déplacer. Nous sommes aux Almadies après la TFM. Échanger avec nous, échanger également si vous souhaitez aussi échanger avec les participants. Je pourrai vous communiquer leurs coordonnées. Donc, merci et à la prochaine fois. Voilà. Donc, je vais juste vous demander à tous d'activer vos micros et on va applaudir les participants parce que vraiment, ça a été un webinaire de très haute facture. On va tous activer les micros et on applaudit les panélistes. Oh, merci, allez, au revoir, merci à tout le monde. Compliqué d'applaudir avec le volant, mais on va essayer quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Bravo. Merci beaucoup, c'était intéressant, merci. Ouais, merci. Merci beaucoup, M. Gay. Merci.